Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, téléspectateurs de la Moto TV, la grande télévision de la ville. Vous êtes dans des salons de coiffure, vous êtes dans des bistrots, vous êtes dans des voitures. Nombreux à suivre cette grande émission, l'émission Écho de l'UAC, une émission, une grande messe du week-end qui se passe chaque samedi, bien sûr, à partir de 13h45 jusqu'à 14h45. Et là, pour aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, vu que la technique a ses caprices. C'est pour cela que nous tenons tout d'abord à nous excuser. Écho de l'UAC, c'est une grande émission, comme vous le savez, une émission scientifique et grand voyage scientifique, un espace de réflexion et un espace de discussion autour des différentes thématiques qui battent record au l'université, mais aussi au sein de la communauté. Et comme vous le savez très bien, 3 rubriques constituent cette émission, et pour aujourd'hui, nous allons juste vous donner 2 rubriques, notamment la rubrique actualité. Et aujourd'hui, l'actualité reste dominée, l'actualité universitaire reste dominée par une campagne de collecte de fonds, de collecte de billets, vivre comme non vivre, qui l'UAC, l'Université de l'Assomption au Congo, a initié. C'est là en faveur des militaires de Ouazalendo qui sont sur les lignes de front pour combattre l'ennemi, notamment le M23, mais aussi ADF, qui sont en train de terroriser la population. Et c'est pour cela que l'UAC a lancé une campagne pour essayer de donner quelque chose à ces vaillants. Mais aussi dans la deuxième et d'ailleurs dernière rubrique, nous allons stipuler autour d'une rubrique très riche, une rubrique actuelle, une thématique, un sujet très actuel, très à la ligne. Et aujourd'hui, nous allons essayer de rentrer dans la peau, nous allons essayer de toucher, de développer la situation qui provoque, la situation actuelle de l'Est de la République démocratique du Congo. Et la thématique, c'est l'échec diplomatique, inaction de la communauté internationale et fraude médiatique. Quelle solution envisager pour résoudre la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? Téléspectateurs, le numéro est là, vous voulez faire partie des nôtres, vous voulez intervenir, n'hésitez pas à composer ce numéro qui est en bas de vos postes téléviseurs pour nous joindre une petite virgule avant de se plonger dans la première rubrique. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle,
Je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région. J'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision. J'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique. Ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Et voilà, téléspectateurs, après cette courte virgule, cette courte pause, nous sommes déjà dans la première rubrique de cette émission et c'est la rubrique actualité. Dans cette rubrique, comme vous le savez très bien, nous revenons sur l'actualité qui a battu record au sein de l'université, mais aussi nous faisons un point complet sur les organisations, les différentes activités. Et pour aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans les sommaires de cette émission, pour aujourd'hui, nous allons vous parler juste de cette campagne qu'a lancée l'UAC à partir d'hier d'ailleurs. L'UAC a lancé une campagne de collecte de biens, vivre, non vivre, et c'est l'un des buts d'aller aider, d'aller compatir avec la population de Goma, mais aussi d'une manière particulière aider nos vaillants combattants, notamment les FARDC, mais aussi les Ouazalendo qui sont en train de repousser l'ennemi. Vous êtes ignorer que c'est compliqué déjà au niveau de la province, au niveau du chef-lieu où l'ennemi est en train de contrôler jusqu'à maintenant la situation. C'est pour cela que l'UAC a voulu encourager ces vaillants combattants à leur donnant quelque chose juste pour leur motivation, à titre de motivation, voulais-je dire. Et donc, vous me captez à par instant, vous êtes de la famille étudiantine de l'UAC. N'hésitez pas à venir déposer votre contribution, votre petite part au niveau de l'aumônerie située à Kambali-Biessir. Soit vous contactez les numéros qui est en bas de vos postes téléviseurs pour nous joindre. Vous voulez envoyer de l'argent, vous voulez faire ceci, cela, vous voulez envoyer des habits, la nourriture, sans problème. Nos portes sont grandement ouvertes. Et comme je l'ai dit, la deuxième rubrique et la dernière d'ailleurs est phare, car nous allons skipper autour d'une thématique actuelle. C'est pour cela que nous n'allons pas beaucoup rester dans la première rubrique. Comme l'essentiel est donné, nous nous plongeons donc dans la seconde rubrique qui est la rubrique débat. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous allons skipper autour de la thématique échec diplomatique, inaction de la communauté internationale et fraude médiatique. Quelles solutions envisager pour résoudre la crise sécuritaire mais aussi les fraudes médiatiques. Alors, pour essayer de développer cette thématique, nous avons invité pour vous, nous avons reçu pour vous deux chercheurs, notamment M. Élisée Matesson. Je signale qu'il est chef des travaux au sein de l'université officielle de Rwenzori, IOR, et il est également chercheur à question des relations internationales. Sans plus tarder, je vous reçois tout à vous saluer. Bonjour. Bonjour Marcel. Aujourd'hui sur les plateaux de la Moto TV, comment vous vous sentez? Et c'est la première fois que je suis sur ces plateaux. Et j'arrive souvent au niveau de la radio Moto, non pas au niveau de cette télévision. Et je vous remercie parce que vous avez passé à moi. Et j'estime que le téléspectateur pourra quand même gagner quelque chose de ce que nous avons à nous. Voilà, merci. C'était Élisée Matesson. Je rappelle que vous dispensez les cours au sein de l'université officielle de Rwenzori en relations internationales. À côté du CT Élisée, nous sommes avec M. Nzanzu Sailent, enseignant à l'université catholique, en fait, université de l'Assomption au Congo, mais aussi chercheur dans les domaines de la communication. M. Nzanzu Sailent, bonjour. Bonjour, merci. Je vous remercie aussi d'avoir permis à ce que je participe à cette émission. Je vais rectifier peut-être bien sûr le nom de l'université de l'Assomption au Congo, mais je suis permanent à l'ISAM. Voilà, permanent à l'ISAM, mais actuellement à l'université de l'Assomption au Congo. Et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux, la Moto TV, et surtout on espère que vous allez nous fournir les éléments nécessaires quant à cette thématique riche. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour être à la hauteur.
Voilà, merci. Téléspectateurs, ils sont là, nos deux invités, et ils sont bien préparés pour discuter, pour nous fournir des informations, des réponses correctes quant à notre thématique. Vous êtes à la maison devant votre poste téléviseur, vous voulez intervenir, composez les numéros qui est en bas de votre poste téléviseur, nous allons vous lire sans problème. Et sans plus tarder, nous allons faire un gros plan, soit l'aperçu général sur la situation sécuritaire au sein de la RDC en général, mais aussi l'Est de la République démocratique du Congo en particulier. Et là, je m'avais déjà posé la première question au CT Élysée Matesson. D'ailleurs, ce n'est pas une question, c'est juste quelle est votre perception par rapport à l'actuelle situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo? Votre perception d'une manière générale? De manière générale, comme perception, il faut qu'on dise vrai, la sécurité a atteint son paroxysme, son summum. Et aujourd'hui, vous imaginez qu'il y a eu, par exemple, la guerre dans la ville de Goma. Et en ayant cette guerre, on a laissé les armes. C'est là que l'unité qui sont partis. On a laissé les armes. Et de deux, on a ouvert la prison centrale, Munzenze. Et après, il y a eu autant de milliers de morts. On n'est pas arrivé là-bas. Il y a eu actuellement une insécurité même au niveau médiatique. On ne sait plus qui dit quoi et où est-ce que nous sommes. Ce qui fait que ceux-là qui ont des crises cardiaques, ils peuvent attendre 2 ou 3, je ne sais pas, 5 ans pour finir avec leur vie. Donc, l'insécurité est au plus haut sommet. Le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est qu'à un moment donné, et quand nos autorités ont gagné les élections, ils sont arrivés dans un champ, malheureusement qui avait une fourmilière. Et dans cette fourmilière, ils ont accepté de travailler dans un champ avec fourmilière que de commencer d'abord à finir avec les fourmis qui sont dans le champ. Vous imaginez, est-ce que vous pouvez bien travailler? J'imagine pas, non. Alors, c'est comme ça que nous sommes en train d'arriver. Et vous imaginez, on est en train, avec cette sécurité, on est en train maintenant même de détruire l'économie de province, oui. Jusqu'à ce qu'il y a maintenant 2 millions d'argent qui se sont volatilisés. La maison à hauteur. Et donc, créer ces données à travailler, je ne sais pas combien d'années, et voilà, et de jeunes, je ne sais pas qui a fait ça, et vous imaginez aujourd'hui, on parle de 900 motos. Ce qui fait vraiment une grande sécurité au niveau économique. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a celui qui a créé ce mouvement, il s'appelle Nanga. Et avec Nanga, il nous dit non, j'ai été capable de déconstruire un monstre et après je suis capable même de le déconstruire. Ça fait quelque chose. Est-ce que dans nos mentales, il y a encore une évolution à terme de nous qui sommes des scientifiques? Parce qu'on ne sait pas. Quand vous créez un monstre, de la même manière que Einstein, quand il a créé la bombe, et il ne savait pas que cela pouvait créer autant de dégâts dans Hiroshima et Nagasaki. Et aujourd'hui, si, par exemple, ces rebelles pouvaient avoir encore épais de conscience, ils auraient dû même renoncer, par exemple, à cette histoire de rébellion, parce qu'aujourd'hui, on sait que tout ne marche plus. Et aujourd'hui, vous voyez, ils sont maintenant à Calais, on nous parle, on est au Sud Kivu. Oui. Et le boulevard qui existait entre la RDC au niveau de Bunagana et l'Ouganda, on vient d'ouvrir un autre boulevard entre Goma et Kigali. Et on risque d'aller ouvrir, si Dieu peut encore nous sauver de cette macabre situation, oui. On risque, n'est-ce pas, d'aller ouvrir un autre boulevard entre Ruzizi et le Rwanda. Et vous imaginez donc, le Rwanda est maintenant à son comble, il est déjà bien situé pour faire quoi? Pour faire la guerre à la RDC à n'importe quel moment, parce que ce qui se dit, c'est qu'ils sont arrivés et quand le M23 était presque à la porte, il y a une force qui est venue du Rwanda
et a poussé la grande barrière et entré au niveau de la ville de Goma. Voilà là que nous sommes et jusqu'aujourd'hui, et en tout cas, la vie, elle ne marche pas. Même jusqu'ici, vous imaginez combien de fois on n'a plus même d'argent. Donc la circulation, la province, et c'est au niveau des provinces où on avait des OD. Je crois les salariés peuvent connaître les OD provinciaux. Et donc il y a beaucoup d'histoires jusqu'à ce que même dans l'administration, ça risque de partir. Et déjà la province qui est découpée de sa tête, la province déjà scindée, il y a déjà le gouverneur qui est installé au niveau des Béni et Nanga est dans le processus d'installer l'autre là-bas. On peut dire que finalement, c'est la RDC qui est en position de faiblesse. Pas forcément en position de faiblesse. Comme le principe militaire peut dire, en tout cas, on peut, n'est-ce pas, perdre une bataille, mais on ne perd pas encore la guerre. Et donc, la guerre, c'est une succession de batailles. Alors, pour que Nanga puisse dire qu'il a gagné la RDC, il faut qu'il arrive exactement à la dernière bataille au niveau de Kinshasa. Voilà comment les choses marchent. Nous allons y arriver. Merci pour l'aperçu général de la situation actuelle de l'Est de la République. Et là, je m'avais déjà posé cette même question à M. Nzantou Silent, chercheur en matière de communication. Monsieur, pouvez-vous dépeindre la RDC et les conflits armés, surtout ses origines et les motivations des protagonistes? Ils visent quoi? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Bon, merci beaucoup pour la parole accordée. Tout d'abord, je présente aussi mes compassions à nos frères de Goma, même tous les territoires en fait occupés. Quand on dit souvent que quand la maison du voisin brûle, attention, c'est l'effet risque de se propager chez nous. Mais là, c'est notre propre maison qui est en train de brûler. Donc, nous sommes de cœur avec nos frères et nos sœurs de Goma qui subissent la méchanceté humaine. Mais ce bien n'est pas d'aujourd'hui. Il y a de cela plus de 25 ans, l'Est de la RDC reste déchiré par des guerres, des massacres, l'insécurité, des crimes qui sont commis par plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement les mouvements rebelles par centaines qu'on peut citer. Il y a les chefs de guerre aussi qui ne se rebellent pas forcément contre le gouvernement en place. Il y a parmi tout ça aussi les multinationales et les puissances étrangères. Ça, c'est simple et secret pour personne, au moins certaines choses ont été documentées. Alors, ces massacres ont eu comme conséquence ou ont entraîné des mouvements massifs de la population. Il y a eu des viols, des vols, enrôlement des points des affaires sociales qui sont utilisés comme armes de guerre. Malheureusement, tout ça dans l'impunité totale et les silences. Et les charniers sont là. Les victimes se comptent par centaines de milliers, voire même par millions. On est en train de dénombrer les nombres des corps sans vie, de dénombrer également le nombre de blessés. Vous vous imaginez. Mais pourquoi cette tragédie? Oui. Alors, face à ce reste du monde, on s'est dit, mais quand même, on ne peut pas rester indifférent. C'est comme si la communauté internationale nous regardait avec les mains impuissants face au Rwanda. Et c'est ce qui pousse même les gens à dire que, bon, est-ce que le Rwanda, aussi petit qu'on le prétend, peut vraiment réussir à nous malmener comme ça? Alors, c'est une guerre qui date de 1996. Une guerre qu'on va appeler à cette époque-là la guerre de libération, menée par le tout rwandais. Vous voyez que le Rwanda, il est toujours là, oui, prêt à foutre ce qu'il fait chez nous. Mais malheureusement, ce tout rwandais était conduit par ce qu'on appelait les Kadogo. Alors, les Kadogo, ce sont des Maïmaï autochtones, les autochtones en fait, des provinces de l'Est du Congo, qui ont accompagné Laurent Désiré Kabila dans sa guerre dite de libération. Oui. Alors, cette libération a été bien évidemment effective à presque une année et demie. On a chassé Mobutu, il est parti. Kabila a pris le pouvoir grâce malheureusement au soutien du Rwanda, avec peut-être aussi les pareils déjà cités, disons, si on citait. Alors, Kabila va chercher à se démarquer, à récupérer tout son pouvoir. Or, ceux qui l'ont soutenu ne vont pas apprécier cela.
ils vont créer d'autres mouvements rebelles comme les RCD qui va venir, qui va voir le jour. Après ça, il y aura les CNDP, il va y avoir le R23 qui sera vaincu en 2013. Alors la crainte à l'époque, c'était que les pays pouvaient être facilement balkanisés. Alors c'est une guerre qui a toujours été présentée comme une guerre économique. Pourquoi? Parce que d'abord les grandes puissances veulent passer par le Rwanda pour exploiter les richesses de la République démocratique du Congo. Elle a été aussi présentée comme une guerre d'agression, parce que ce sont les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda a été aussi cité. À une époque, le Burundi était cité dedans, mais surtout c'est le Rwanda qui a toujours agressé le Congo. Et la preuve, elle s'est montrée il n'y a même pas une semaine, à la Grande Barrière, lorsque les troupes rwandais sont entrés de force et ont montré clairement que voilà, nous sommes là pour soutenir, nous sommes derrière le mouvement rebelle qui se dresse contre le pouvoir légalement établi. C'est une guerre qui a aussi été présentée comme une guerre de balkanisation. Oui. Parce que depuis longtemps, on a senti les grandes puissances qui voulaient créer une autre ou d'autres républiques à l'intérieur même de la République démocratique. Oui. Et c'est une guerre aussi dite guerre d'occupation. Parce que le Rwanda a toujours voulu que certaines parties qui conduisent avec l'aide du mouvement rebelle et d'autres puissances, il a toujours voulu prendre certaines parties et puis les annexer à et aujourd'hui, après l'occupation du chef-lieu même de la province, est-ce qu'on peut dire que leur rêve est à voie de se concrétiser? Bon, elle n'est pas encore à voie de se concrétiser. Parce qu'à cela, on va ajouter que c'est une guerre identitaire. Parce que il y a des Rwandais qui veulent se faire identifier comme des Congolais. Et d'ailleurs, ils sont même peut-être... quand il y a des démarches visant à changer la Constitution, ils sont les premiers et curieux à savoir quel article sera changé parce qu'ils veulent vraiment une certaine congolité. Alors, à mon qui pense, c'est cette partie-là, c'est une partie du plan qui est en train d'être, bien sûr, concrétisée. Mais du moment qu'on n'est pas vraiment d'accord que ces Rwandais-là fassent partie de notre communauté, alors c'est quoi ce projet-là voilà. Ne va pas encore s'aboutir. Voilà. Mais aussi c'est une guerre de recherche de pouvoir. Voilà. Il y a M. Nanga qui prétend se présenter comme libérateur, voilà. Mais en réalité il est à la recherche du pouvoir. Voilà, et donc c'est vraiment une longue histoire. Vu que nous sommes terminés par l'État, nous ne saurons pas faire le point complet sur l'histoire. Et sans plus tarder, je m'avais posé une autre question au CT, Matheson Élysée, qui est chercheur à relations internationales. Et donc, alors, étant que spécialiste à ces domaines, aujourd'hui nous sommes déjà devant un fait complet. Le M23, sous couvert du Rwanda, occupe les chefs-lieux de la province. Alors qu'il y a eu déjà beaucoup de dialogues, notamment celui de Kampala, celui de Luanda. Dans tous ces dialogues, il y avait que la seule solution, c'était que la guerre puisse cesser. Mais aujourd'hui, on voit les mouvements rebelles qui sont en train de gagner du terrain. Comment comprendre cela? Et vous savez, il y a ce qu'on appelle des conférences qui sont en train d'être initiées au niveau international. Pas plus qu'hier, je crois, il y avait une conférence au niveau de Harare. Oui. Et pour la SADC, et Tshisekedi est en train de vouloir forcer vers Luanda. Oui. Et avec Luanda, il y a aussi une autre truc qu'on appelle, je crois, processus de Nairobi. Nairobi, oui. Et ce qui fait qu'on est en face de plusieurs trucs qui nous amènent presque nulle part. Pourquoi? Oui. Vous voyez, quand vous dites les rebelles sont en train maintenant de continuer à gagner le terrain, oui. Et nous sommes aussi dans ce processus. Je vais maintenant vous donner ce parallélisme qui existe entre gagner le terrain et aussi ces différentes conférences ou disons ces rencontres qui sont en train d'être organisées. La question est celle-ci. On est en train de faire des rencontres avec qui? Avec le gouvernement rwandais.
qui ne reconnaît pas qu'il est dans les histoires du M23. Ce qui fait que quand nous sommes en train de pousser avec le Rwanda, le M23, et ils disent d'habitude que nous ne reconnaissons même pas le Rwanda. D'ailleurs, nous ne savons pas pourquoi vous êtes en train d'aller négocier avec qui? Avec le Rwandais. Et c'est plutôt nous. Alors, ça veut dire que même si nous devrions conclure des accords avec le Rwanda, et ils continuent à dire, ok, il nous faut quoi? Il nous faut, n'est-ce pas, un accord avec nous. Et à ce niveau-là, c'est pourquoi ils sont en train de continuer avec le mouvement, même s'il y a ce truc-là. Et aussi, si vous pouvez faire des accords avec le M23, le Rwanda aussi viendra à des impositions à dire, nous sommes toujours sécurisés avec le FDLR, comme nous le disons. Alors il faut aussi faire aussi un accord encore avec qui? Avec nous. Et voilà comment ils nous piègent. Et donc la question encore est à notre côté. À notre côté de dire, bon, est-ce qu'il faut continuer avec Rwanda ou il faut aller avec le M23 à Nairobi? Alors aujourd'hui, la question au niveau du gouvernement central, c'est qu'ils veulent Rwanda. Rwanda parce qu'il nous faut honorer, n'est-ce pas, dialoguer avec le Rwanda et conclure des accords. On pourra, dans la suite du temps, dire, alors, nous allons voir maintenant comment faire la guerre contre le M23 sans soutien alors de quoi? Du Rwanda. Parce que ce qui fait la force de ce M23, ce sont le Rwandais. Et donc c'est là qu'on est en train de vouloir évoluer pour qu'à un moment donné on dise, en tout cas, évoluer seulement avec la question de Rwanda. Alors, aujourd'hui, vous imaginez, il vient d'arriver au niveau de la province, le chef-lieu. Et Dieu merci parce que aussi on a déjà nommé un nouveau gouverneur au niveau de la province. Mais pas dans les chefs-lieux proprement connus. En fait, le chef-lieu n'est pas celui qui dirige. Le chef-lieu, c'est aussi la tête de la personne qu'on est en train de nommer. Donc, on peut travailler tout en état, même à Butembo, tout en état aussi à Mandaji. L'important, c'est que les données, ou disons les décisions, puissent atteindre l'objectif donné. Donc, la question de dire, on est maintenant au niveau de Goma, on est à je ne sais pas où, et donc, le grand problème, la grande peur que nous pouvons avoir, c'est que les archives peuvent avoir été brûlées pour telle question ou autre chose, mais à terme de décision, en tout cas, on peut décider tout en état à mais aussi, ne pensez pas que c'est une sorte de faiblesse qui manifeste la RDC sur la scène internationale? C'est pas une faiblesse. Au contraire, il y a déjà une guerre, ok? Quand on t'a battu, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut rester au niveau de l'endroit où on vous a battu? Vous avez tendance, n'est-ce pas, à reculer, et parfois on recule pour mieux sauter. Et donc, ne soyez pas naïfs tout en croyant que donc, du fait qu'on a pris la province, tout est perdu. Non. Il faut toujours espérer que demain ou après-demain, les choses peuvent changer. Et qui sait? Vous savez, nous l'avons toujours dit, dans la politique, il n'y a pas de mathématiques. Tout peut changer. Qui connaissait? Quand à un moment donné, c'est même M23 va atteindre où c'est Goma, et je crois 2013, et qu'à part après, on va encore le battre. Jusqu'à ce qu'ils sont partis avec la déclaration qui a été faite, je crois qu'à part le fait Malou à Kampala, on y est arrivé. Et donc, même demain, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut aller. J'estime qu'avec les nouvelles décisions, même si elles ont été tardives, de dire, essayons de diminuer les traits de vie des institutions pour qu'à un moment donné, on essaie d'avoir plus de moyens pour essayer de renforcer encore notre système sécuritaire, surtout de défense. On y est. Et voyons comment cela peut amener encore un nouveau tonus au niveau de l'armée. Et parce que, ça pour compter les effectifs, nous sommes supérieurement supérieurs au niveau de la défense à terme d'effectifs. Le grand problème peut-être, c'est peut être au niveau de quoi? De la technologie, parce que le ministre lui-même, il avait reconnu
et que, en tout cas, ils sont tellement supérieurs au niveau de la technologie. Et aussi, je ne suis pas en train de digérer la question de toujours appeler les mercenaires dont on parle. Je ne sais pas comment ils ont existé là-bas. Vous imaginez, il y a certaines images qu'on est en train de nous montrer qu'ils étaient en train de s'habiller avec des cyclistes, des habits de femmes. Et qui peut imaginer que vous avez au moins 325 000 $ sur vous, et vous avez l'arme, vous voulez aller au niveau de quoi? De la guerre. Qui peut accepter ça? Vous allez mourir pour que vous laissez l'argent que vous portez. Et donc cette manière de gérer, il y a un moment donné, il faut qu'on la laisse. Et au niveau de l'appareil sécurité, j'estime qu'ils sont en train de voir comment faire. Mais aussi, excusez, en fait, il y a une faible volonté des autorités congolaises d'aller peut-être se mettre autour d'une même table avec l'agresseur, les pays agresseurs, essayer de pallier à la question peut-être pacifiquement. On voit toujours les autorités, on voit une certaine réticence au niveau des autorités. Qu'est-ce que les autorités sont en train de craindre, alors? En fait, ces autorités ne sont pas les seules actuellement d'avoir cette crainte. Même Kabila, pendant son règne, il avait la crainte de dialoguer avec ces mêmes rebelles. Mais pourquoi alors? Parce qu'il exactement. La question c'est simple. Le résultat, ça veut dire qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et depuis que, vous savez, le collègue avait déjà touché plus ou moins l'historique de ces trucs de rebelles. Et on a commencé par les NDP, ça aboutit probablement à ce qu'on appelle le mixage. Et on a passé encore à autre truc, on est passé à quoi? Et on a essayé de faire quoi? On a mixage, on a traité mal le mot. Donc on a amené, et puis de quoi? Des rebelles, même des Rwandais, dans notre appareil sécuritaire, ce qui fait que chaque fois que nous voulons même nous voulons peut-être prendre une décision de défense contre l'agresseur était formé à n'importe quelle heure. Et donc, à ce niveau-là, ils prennent directement des mesures contre nature, contre nous, de telle manière que nos objectifs ne sont pas atteints à terme de défense. Ce qui fait que c'est ce que nous ne voulons pas. Si vous allez voir les archives, même disait que ces trucs, ces panthères de 1v3, on ne doit plus continuer à les mettre dans notre appareil de défense, parce que on peut s'imaginer. Si vous vous dites que vous êtes des Congolais, pourquoi réclamez-vous un accord? Vous êtes Congolais. Et pourquoi, même si on a eu des Maïmaï partout, que on a transformé presque à des patriotes Wazalino. Est-ce qu'il y a déjà eu un jour où vous avez compris que le Maïmaï a demandé un accord avec le gouvernement? Il allait tout simplement dire, moi je vais vous chasser, voilà. Et puis je ne veux pas de quoi? D'accord. Ça veut dire que nous aussi qui nous sommes martyrisés, peut-être au niveau par exemple, où disons, les Aïrissons, n'est-ce pas, dans l'Ituri, d'autres. Est-ce qu'on a déjà compris un jour en train de dire nous voulons un accord avec l'Inde? C'est ce qui justifie exactement la connotation étrangère dans ce mouvement. Voilà. Merci. Téléspectateurs, vous êtes nombreux et vous commencez déjà à nous écrire. Nous allons vous lire d'un moment à l'autre. Pour maintenant, nous poursuivons, nous continuons avec notre débat qui est très capital, très scientifique et surtout avantagé. Et la question à poser à l'assistant Andoussa Ilento, je la pise dans la première intervention dit c'était Élisée Madeso quand il a donné différentes formes de la guerre actuelle au Nord Kivu, notamment la guerre déjà économique avec le pillage, la guerre communicationnelle, la guerre informationnelle déjà avec les informations n'importe lesquelles, mais aussi la guerre politique. Alors, étant que chercheur à la matière des communications, alors, que pensez-vous que cette grande activité médiatique dans les réseaux sociaux pendant cette situation? Parce qu'actuellement, c'est tout le monde qui se fait passer déjà pour journaliste. Tu piques ta vidéo quelque part, tu la balances. Tu piques un son quelque part, tu les balances. Et les gens sont en confusion. Alors, selon vous,
que pensez-vous de cette grande activité médiatique dans les réseaux sociaux pendant cette période de guerre? Bon, en fait, l'activité médiatique n'est pas seulement dans les réseaux sociaux, même dans les médias traditionnels. D'abord, il y a eu des annonces, je crois, hier ou avant-hier. La première annonce médiatique, je crois, attendue par beaucoup de gens, beaucoup de Congolais, a été celle du président de la République. Mais aussi, bon, les ministres de la Défense qui a parlé, on pouvait déjà sentir une sorte de déclaration de guerre. C'est comment les Congolais attendaient depuis presque bien longtemps. Alors, l'activité est là. Vous savez, les acteurs sociaux dans cette région ont grandi dans un souvenir complexe. Et ils doivent en parler. Alors, tout le monde, le fait que tout le monde ait accès aux moyens de communication, plusieurs personnes soient témoins de certains événements et ils ont les capacités de communiquer, ils ont les moyens de transmettre leur communication, alors ils vont balancer n'importe quoi. Et ici, dans la profession de communication, on appelle ça des faits bruts, que certains collègues, certains professionnels ont tendance à considérer comme des humains et à les diaboliser malheureusement, à considérer ça comme un adversaire. Or, ici, il faut éviter de diaboliser l'adversaire parce que si on l'attend à parler, peut-être, il peut y avoir des choses à nous raconter, à nous parler. Voyez-vous, les éditions dans les médias traditionnels censés avoir la bonne information viennent à un certain moment peut-être confirmer ce qui a été considéré comme des rumeurs données par un témoin qui a vécu l'information. Alors, ces informations sont des faits bruts sont aussi à considérer, à ne pas diaboliser. Alors malheureusement, avec la démocratisation de l'Internet, il y a ici nous sommes presque dans ce qu'on peut appeler le romantisme, l'exaltation du moi. C'est moi qui ai accédé à cette information après. Mais peut-être que c'est à cause aussi de cette curiosité-là que plusieurs de nos amis, de nos frères se sont fait tuer à Goma à la recherche justement des scoop. Oui, c'est ce qu'on appelle scoop dans les jargons journalistiques. Oui. Alors, c'est bon, oui, de tenir informer les gens, mais attention, est-ce que les gens sont formés à la manière dont l'information doit aller se faire puiser? De deux, il y a ce qu'on peut appeler comme le marketing du moi. Donc je me fais passer. C'est moi qui ai ces contenus. Voyez-vous déjà les sorties dans les médias sociaux de M. Oulingoma qui est oui. À chaque étape, à chaque action, il y a toujours sorti des contenus multimédia. Donc, pour toujours embrouiller les systèmes, pour embrouiller les gens, pour essayer de montrer que, attention, nous sommes toujours là, nous sommes en action. Alors, face à cela, il y a dernièrement ici, avec notamment la grande bataille de Goma, ce qui paraissait comme un silence du gouvernement. Et ce silence a été perçu comme une sorte de faiblesse, comme un espace qui est accordé au M23 parce que lui, il a mobilisé ou il s'est vraiment investi dans cette activité médiatique. Mais bon, vous savez aussi, on dit que trop de communication tue la communication, bien sûr. Oui. Mais les gens quand même ont besoin de se faire rassurer, d'être plus qu'informés. C'est pour ça que peut-être il y a eu par-ci par-là des informations qui ont afflué de partout et jusqu'à nous atteindre dans un système qu'on appelle le système circulaire de la communication. Malheureusement, là-dedans, il y a l'objectivité, peut-être l'honnêteté qui sont maintenant mises en débat. Ce qui est dit est vrai, comment savoir que c'est vrai, c'est donné par qui, c'est communiqué par qui, avec aussi maintenant beaucoup d'états d'âme. Donc, ça, c'est un grand danger. Voilà, merci. Et déjà, comme vous l'avez dit, ça présente un problème immense. Et est-ce qu'on peut dire que cette manière-là, cette façon-là de traiter, soit de diffuser des informations, peut-être non même vérifiées, peut aussi favoriser, soit donner plus de force à l'ennemi? Bon, dans tous les cas, en tout cas, je dis que c'est nous qui perdons. Parce que vous voyez, tout ce qui a été diffusé, c'est venu comme de l'illumination.
Vous voyez les CPA parler des mercenaires qui sont arrivés sur les lignes de front, on ne sait pas comment, qui vont se faire désarmer de l'autre côté. Et tout ça devant la caméra, puis diffusé. Tout le monde a vu. Vous voyez comment ça paraît. C'est ridicule. Et est-ce que monsieur le CP, on peut dire que cette façon-là de faire des choses, de se prendre comme des journalistes, nous tous, peut peut-être salir aussi l'image de la nation au niveau international, sur la scène internationale, et peut faire peut-être en sorte que cette guerre reste éternelle. Le grand problème, c'est quoi? Je crois qu'il ne faut pas devenir un militaire alors que vous ne savez pas les règles du militaire. Et je crois dans les jargons journalistiques, il y a ce qu'on appelle du mouton noir. Ces moutons noirs, c'est ceux-là qui se font passer des journalistes qui ne connaissent rien. Alors, le problème que nous avons, c'est aussi cette masse média que nous avons en face de nous, qui ne nous permet pas exactement, ceux-là disons la population, qui ne connaît pas les règles ou de faire quoi, d'épuiser les formations, qui ne connaît pas comment on doit filtrer les formations et consomme tout comme vrai. Ce qui fait qu'à un moment donné, je vous disais que c'est une insécurité même au niveau de quoi? De la population. Parce qu'une fois, et moi, jusqu'aujourd'hui, moi, chaque fois que je parle des images, déjà là qui sont morts, oui. Et mon épouse ne veut pas voir de tels trucs, ok? Et pourtant, ce sont des choses, même si on vous dit, par exemple, les ADF viennent de tuer à pleine forêt. À l'instant même, vous trouverez les images. Ces images-là, nous ne savons pas. Est-ce que c'est réellement des ADF? Ou bien c'est réellement un truc qui est venu d'une autre contrée, peut-être de Ouagadougou, au niveau de Burkina, on ne sait pas. Alors, cela nous crée beaucoup de défis, de telle manière que nous n'avons plus comment, on ne sait plus comment faire de trouver la vraie information et la fausse. Malheureusement, comme le collègue vient de le dire, on trouve que chacun veut être on est à la végétariat, voilà. Et la végétarien qui fait que tout le monde veut être le premier à relayer une information, malheureusement une information fausse, par exemple. Ce qui nous conduit souvent à le fait que ces gens-là, ils ont compris qu'on est de grands consommateurs de ces fausses informations, ce qui fait qu'ils sont en train de balancer en n'importe cas des fausses informations, jusqu'à ce qu'à un moment donné, pour Lingom, à un moment donné, ils traitent même les images. Ils disent non, moi je suis déjà par exemple à l'aéroport. Et quelqu'un, un expert par exemple en communication, il va vous dire non, ça c'est faux. Oui. Pourtant, vous imaginez, moi je suis là, il montre la vraie image, et l'image traitée par Willingom, vous trouvez que c'est complètement différent, et vous trouvez qu'au moins cette information a été filtrée. Donc nous n'avons pas encore cette capacité-là de filtrage, ce qui fait que nous sommes tellement vulnérables, on est exposé à n'importe quelle info. Et voilà, comme nous sommes en train aussi de citer, revenons à la thématique. Et alors, les M23 sous couvert du régime de Kagame sont en train de tuer, de violer, de piller, de faire. En fait, les atrocités sont incalculables. C'est là sous le regard impuissant de la communauté internationale. Or, qu'elle a le pouvoir de punir. Pouvons-nous considérer ces calmes à une complicité? Pas une complicité. Ça peut être de côté aussi. Laisse-moi retirer. Ça peut être une complicité, oui. Mais le mot le plus adapté, c'est l'échec même de la communauté internationale. Vous imaginez, le premier échec que nous avons connu, c'est l'échec de CM21, casque bleu. Oui. Et que exactement on a chassé ici à Butembo. Parce que la population, cette fois-ci, elle a trouvé que ça ne va pas. On vient de faire probablement 20 ans, vers là, 20 ans avec ces casques bleus. Mais ces casques bleus, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils ont comme rhétorique, dire non, nous, quand nous sommes venus pour essayer de protéger les civils, et ainsi de suite. Mais les civils sont en train de mourir.
qui sont ceux que vous êtes en train de protéger pendant qu'ils sont en train de mourir. Deuxième échec, on nous envoie ici l'East African Community. Oui. Et aussi on les chasse parce qu'ils sont inactifs. Et on est avec beaucoup de trucs. Vous imaginez, on nous a amené par exemple aussi le Burundi, on a déjà parlé des FBI, voilà. dans le Béni, et UPDF, ainsi de suite. Ils sont en train de gagner le terrain. Mais là que je voulais amener la réflexion, c'est que Kagame a fait un truc, une politique qu'on appelle la politique d'isolement de notre pays. Voilà. Et c'est une politique qui avait été utilisée à l'époque par Otto von Bismarck, qui il voulait récupérer une région qu'on appelle l'Alsace et la Lorraine au niveau de la France. C'était une zone qui était occupée par les Allemands. Alors, à l'époque, la France était une grande puissance. Et donc, libérer cette zone ne pouvait se faire sans conséquence. Voilà. Il s'est préparé avec, à l'époque, ce président qu'on appelle, parce que lui, il était Premier ministre, le président s'appelait Guillaume Ier. Et alors, ils se sont préparés. Et quand ils se sont préparés, ils ont battu la France à 21 jours. Parce que la France n'était pas préparée. Et comme à l'époque, il y avait le principe de dire malheur au vaincu, déjà la première imposition c'était de dire tu me donnes l'Alsace et la Lorraine qui est occupée par les Allemands. Deuxième chose, tu vas payer je crois 8 millions de francs. Or à l'époque c'était un montant forfaitaire que l'Allemagne a imposé, ok, etc. Mais malheureusement on dit qu'en peu de temps, là encore la France a payé vite quoi le montant donné, ou bien c'était à titre de dommages, et puis elle a demandé à ce que, ok, moi je vais définir disons l'imposition, est-ce que tu peux faire sortir tes militaires et laisse-moi vous amener à la compréhension, et est-ce que vous pouvez faire sortir vos militaires, et les militaires sont partis. Mais il a dit, non, de la manière, la précipitation par laquelle la France venait de tout régler avec moi, la question elle est encore délicate. Je vais faire maintenant l'isolement. Il va dire non, il faut que je coupe tout lien de la France avec n'importe quelle puissance de l'époque. Il va conclure un accord avec l'Angleterre. Il dit l'Angleterre, moi je vais conclure un accord avec toi parce que la France est en train de te malmener au niveau de la mer. Tu vois que c'est un ennemi. Alors, une fois la France te provoque, moi je ne veux pas t'aider. Et à contrepartie, quand il y a une guerre entre la France et l'Allemagne, il faut être net. Il va encore aller à la Russie, il va faire la même chose. Il va aller à l'Italie, il va dire la même chose. Oui. Malheureusement, et c'est là, quand il a su faire ça, il a dit que la machine est bien montée pour qu'elle tourne seule. Autrement dit, donc je suis maintenant capable encore de battre à plus de couture la France. Malheureusement, les choses n'ont pas été comme prévu. Et si on peut essayer de marier cette situation, cette histoire-là, exactement, à la situation actuelle. Actuellement, vous imaginez, nous avons, c'est nous qui produisons le matière première pour la fabrication actuellement des ordinateurs, je ne sais pas, des téléphones, tout ce que vous connaissez, machin. Et la première action, pour montrer qu'il est en train de nous couper, ou bien des herbes dans nos pieds, le Rwanda va aller conclure des accords de production de ces minéraux avec l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a la bourse. C'est dans l'Union européenne que tout se règle à terme des minéraux. Voilà, ça c'est un. Et ils donnent leur avis que c'est vous qui allez nous fournir le minerai. C'est une façon d'abord de nous isoler, que nous ne sommes pas producteurs de minerais, au contraire, c'est lui. Et deuxième élément, au niveau de l'East African Community, et nous on a intégré, je crois, à 2019. Et quand nous venons d'adhérer à l'East African Community,
Et au niveau sous-régional, Kagame semble avoir maté presque tous les États de cette zone. D'abord, avec l'Ouganda, n'en parlons pas parce que c'est anglais et je ne sais pas. Voilà. Et sans imaginer que même on semble dire que le Mousia était même le garçon qui accompagnait le mariage de Kagame. Et donc là, c'est vraiment papa et fils. Et si vous aller par exemple vers le Kenya, vous trouvez que la rhétorique est la même avec le William Ruto. Et donc, il nous a on est vraiment... Ouais. Voilà. Et donc, vu que nous sommes terminés déjà par les temps, nous allons passer à l'étape des pistes, des solutions. Et juste comme les temps, notamment, comme je l'ai dit tantôt, chaque invité va donner une seule piste de solution. Quelle solution vous envisagez? On commence par le CT Élisée Matesso. Juste une solution. Une solution. J'en aurais d'ailleurs plusieurs. Voilà. Et ça, nous allons envoyer à nos ceux-ci nombreux à nous écrire. Téléspectateurs, nous allons vous répondre. Nous allons d'ailleurs vous laisser les numéros de nos invités pour que les débats puissent continuer même en dehors de ces plateaux. Monsieur l'ICT, vous avez la parole. Juste une solution. Moi, j'avais vécu avec le professeur qui s'appelait Kitserpol Persona. Il avait un principe phare qui disait que le problème du dominé réside dans le dominé lui-même. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais, même si vous êtes colonisé comment, un patron qui vous colonise, disons un colonisateur, ne peut jamais dire non, je te libère parce que je viens de te coloniser, ça fait longtemps. Non, parce qu'il connaît que ta colonisation fait sa fierté. Et donc aujourd'hui, c'est à nous de nous libérer. Voilà. Et cette libération, elle est interne. Il faut avoir le principe de l'œuf. Quand l'œuf se déchire de l'extérieur, il n'y a pas de vie au niveau de l'œuf. Mais quand l'œuf a sa force, se déchire de l'intérieur, il y a la vie. Et donc, vous imaginez aujourd'hui, avec autant de mercenaires, autant d'armées, on n'arrive pas vraiment à décanter la situation. Le problème est tellement interne. Voilà. Même vous imaginez qu'avec ce mixage, le brassage que j'avais déjà oublié avant, on est arrivé à ce qu'il y a même des généraux qui n'obéissent pas aux autres peut-être de l'hierarchie, mais qui obéissent à quelqu'un qui est déjà parti, qui n'est plus au pouvoir. Oh, donc ce sont ces gens-là qu'il faut analyser. Il faut voir la question dans ce table, mais aussi payer. Parce qu'on a vu que si c'est vrai, les images qui témoignent qu'un mercenaire est avec 300, et puis il le fait. Et donc, je ne sais pas si même on a trouvé un cadavre de mercenaires. Donc la question doit être interne et là c'est au niveau de la défense. Je suis en train de vraiment d'encourager les Ouazalendo de continuer avec la lutte. Voilà. Un jour on sera libéré. Merci messieurs les cités. Même question à ce l'indicateur. Peu de mots, essayer de donner une solution en train de clôturer cette émission. Oui, d'abord aux professionnels de la communication, de les appeler au patriotisme. Le professeur Camille, lui, il est déjà en train de poser les bases du journalisme patriotique. Et de cela, on peut retenir que les journalistes sont d'abord appelés à chaque fois nous diffuser les messages, non seulement de paix, mais de résistance aussi. Voilà. Et non pas chaque fois nous présenter à victime de surlait, mais quand même on n'est pas si fragile que ça. Voilà. Et donc, de ne pas servir aussi de relais de communication à l'agresseur. Et à toutes ces personnes-là qui ont cette curiosité de fait, de savoir d'abord les trois fonctions qui sont citées ici dans ce petit livre qu'on appelle Cahier de l'université. Notamment, je vais les citer, il y a l'observation des faits, leur interprétation et leur narration. Voilà. Ici, il s'arrête seulement à quoi? À l'observation, au balage. Voilà. Mais il y a quand même cette interprétation critique. Voilà. Merci téléspectateurs. Merci. Juste comme sont terminés par juste 2 secondes. Sur le plan diplomatique, je crois qu'il faut revenir au processus de Luanda qui met la RDC et le Rwanda sur une même table, mais aussi au processus de Nairobi qui a réuni le gouvernement congolais autour d'une table avec tous les groupes armés qui se réclament. Voilà, merci. Mais Téléspectateurs, vous allez... Parce que c'est très compliqué ces choses. On doit l'affronter. Voilà, merci. Et finalement, nous bouclons cette émission. Vous l'avez bel et bien compris, ça a été très chaud.
nous venons de couper le souffle des invités. Ils avaient beaucoup à dire et tant assez, nous allons donc programmer une autre émission pour que nos invités puissent trouver encore une autre occasion et un autre moment de développer encore davantage leurs opinions. Vous avez été nombreux à nous suivre, c'était l'émission Écho de l'UAC et pour aujourd'hui ça a été très chaud comme vous l'avez senti et nous avons accueilli dans cette rubrique phare, rubrique débat, deux invités de marque, notamment c'était le chef des travaux Élisée Matesson. Il est à l'université officielle de Rwenzori, IOR, c'est dans le domaine des relations internationales. Monsieur le chef de travaux, nous tenons à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. À côté d'ICT, nous avons reçu M. Nzandou Sailent, chercheur et aussi enseignant à l'ISAM à communication. M. Nzandou Sailent, ça a été pour nous un grand plaisir de vous recevoir. Téléspectateurs, c'est par là que je donne vraiment le dernier coup de sifflet et je vous souhaite un excellent week-end tout en félicitant, tout en encourageant nos forces armées qui sont en train de combattre, de repousser l'ennemi. Courage, la patrie ou la mort, ensemble nous vaincrons. Excellent week-end. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement.